Ah. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La littérature. Quel beau moyen de s'évader. S'évader à travers le monde, à travers d'autres époques ou à travers d'autres mondes, plus merveilleux les uns que les autres. Vous ne remarquez pas une certaine ressemblance avec un autre genre d'art? Avec un petit truc en plus. Et oui, le cinéma et la littérature. Deux genres d'art qui se complètent et qui font rêver. Et si, par le plus grand des hasards, ces genres se rencontraient et nous donneraient des œuvres magnifiques. C'est principalement le but d'une adaptation. Ça et aussi le pognon. Les producteurs n'ont pas besoin d'aller chercher une histoire originale. Ils ont tout ce qu'il faut dans les bouquins. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir des films adaptés de livres, quels qu'ils soient. Des BD, des comics, des romans, des nouvelles, et même des mangas. Oui, je sais que les mangas en film ont une réputation un peu merdique. Mais bon, que faut-il de plus? Et pour commencer cette nouvelle émission, nous allons parler d'un comics écrit par l'un des plus célèbres auteurs de comics, et aussi par le fait qu'il n'aime pas trop que l'on adapte ses œuvres. Nous allons parler de V pour Vendetta d'Alan Moore. Alors, qui est Alan Moore? Eh ben donc, c'est un
auteur de comics né en 1953, surtout connu pour ses œuvres comme Watchmen, V pour Vendetta et From Hell. Il a aussi travaillé pour Marvel. Il a notamment travaillé sur le personnage de Captain Britain. Il a aussi créé le personnage de Constantine. Ouais, faut le savoir, ça. Alors, Alan Moore est un peu un vieux ronchon. Mais ses œuvres ont un peu le même point commun, à savoir la satire et la remise en question des codes. Comme on peut le voir avec Watchmen, qui critique l'hégémonie des super-héros, ou V pour Vendetta, qui met en miroir le fascisme et l'anarchie. Ce qui est très intéressant. Alan Moore a commencé à écrire V pour Vendetta en 1981 et finira l'histoire en 1988. Cela lui a pris 7 ans. 7 ans à écrire une histoire plutôt incroyable. Mais j'en parlerai, ça aussi, plus tard. Si Alan Moore est si connu aujourd'hui, c'est par rapport justement aux adaptations. Dans les années 2000, une farandole d'adaptation de ces comics est apparue. Que ce soit From Hell en 2001, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires en 2003, Watchmen en 2009, ou justement V pour Vendetta en 2006. 2006, hein. Ça fait déjà 18 ans. 18 ans que le masque de Guy Fawkes que porte notre gentleman est un symbole d'anarchie et a été utilisé par le mouvement des Anonymous. Alors, qu'est-ce que nous raconte V pour Vendetta? Eh ben, dans une Angleterre
ayant survécu à l'anarchie nucléaire partout dans le monde, la Northfire contrôle le peuple en ayant épuré tous les déviants, que ce soit les homosexuels, les hommes de couleur ou autres, ou justement les divergents politiques. C'est un régime fasciste qui contrôle aussi les médias. Dans le début du comics, nous rencontrons Ivy Hammond, une jeune femme de 16 ans qui doit se prostituer. Elle aborde son premier client, qui n'est autre qu'un membre de la main, le bras armé de l'organisation fasciste. Qui, avec ses collègues, décide de punir Ivy pour ses immondices en tentant de la violer. C'est là qu'intervient un mystérieux personnage masqué qui abat sauvagement trois membres de la main et qui en laisse s'échapper. Il emmène Ivy sur le toit et alors qu'elle le remercie, V fait exploser le Parlement. En évoquant la révolution des poudres de Guy Fawkes le 5 novembre. Remember the 5 of November. Vous avez vu mon accent? Ah là là. Je rigole. V emmène ensuite Ivy dans son musée, dans son antre plutôt, qui contient des objets du passé, comme de la musique ou autre, censurée. Et Ivy accepte d'aider V dans sa mission. Avant de se raviser, lorsqu'elle comprend qu'elle l'a aidé à tuer un homme. En l'occurrence, un prêtre pédophile proche justement de V.
Je n'en dirai pas plus, puisqu'il faut aussi parler maintenant de ce petit chef-d'œuvre qui est l'adaptation de V pour Vendetta. Réalisé par James McJay en 2006 et scénarisé par les sœurs Wachowski, ce film a reçu énormément de critiques positives. Contrairement à la dernière adaptation cinématographique d'une œuvre d'Alan Moore, alias La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Peut-être qu'on en parle un jour de cette adaptation aussi. Alors, V pour Vendetta, le film, est un peu plus différent du comics d'origine. Et oui, ça surprend, hein. À vrai dire, c'est le but d'une adaptation, finalement. Ah ah ah. Que j'aime me moquer. Oui. Remarquez que je dis comics et pas roman graphique. Je sais pas si vous m'avez vu gueuler à propos de ça lors de ma vidéo sur The Crow, mais voilà. Donc, le film propose exactement la même trame narrative que le comics. Dans les grandes lignes. Il fait tout de même plusieurs changements que l'on va évoquer tout de suite. Déjà par rapport au personnage. On commence tout de suite par le personnage dit Davy Hammond, joué par Nathalie Portman, qui cette fois n'est plus une jeune femme de 16 ans, mais une femme qui travaille dans les bureaux de la voix. Non, je vais pas faire de blague de merde. Et qui a déjà quelques idées rebelles en tête. Oui. C'est pas exactement la même chose que la vie du début des comics. Un peu faible d'esprit et qui rentre dans le moule. Pour V, presque rien n'a changé. J'ai dit presque rien. Mais en vrai, une grande chose a changé qui
qui est autour de sa personnalité. V dans le film est montré comme un homme assoiffé de justice et qui se préoccupe des gens. Ne tue que les méchants. Sauf que le V des comics est plus radical que ça. S'il veut quelque chose, il n'hésitera pas à tuer les personnages qui se trouvent sur son chemin. La relation entre Ivy et V est elle aussi beaucoup plus romancée. Là où, dans les comics, c'était purement platonique. Les deux n'avaient presque rien à voir. Et se parlent, on va dire, comme... Même pas comme des amis, en fait. Comme deux personnes ayant le même idéal à la fin. Rien que ça. Et oui. Ça fait déjà beaucoup. Ensuite, pour certains personnages, les Wachowski ont décidé de les rendre un peu plus radicaux. Oui. Notamment l'antagoniste, MacReady, qui, là où il avait une moindre importance dans les comics, est montré comme le big cerveau derrière les attentats biologiques qui ont permis à Northfire de contrôler le pays. Là où, franchement, c'était limite un figurant dans le comics. Après, c'est un parti pris assez engagé. On peut aussi parler de l'autre grand méchant du film, le haut chancelier, qui est décrit comme un homme froid et violent, dans les deux cas, mais qui, dans le comics, a aussi été montré comme un homme avec des failles et qui voulait juste être aimé du peuple. Alors que, dans le film, c'est juste un homme détestable. Ensuite, nous allons prendre le cas du personnage dont nous suivons aussi l'intrigue et l'enquête sur ce mystérieux V, l'inspecteur Eric Finch, joué par Stephen Rea, qui a pour
principale qualité d'être un inspecteur qui, au fur et à mesure du film, va finir par rejoindre le camp de V. Alors que dans le comics, il est obsédé à un tel point par V qu'il va jusqu'à prendre des drogues pour penser comme lui. Oui, c'est violent. C'est violent. Je l'avoue. Si on parle des différences comme ça entre les personnages des comics et des films, je pourrais en parler longtemps, vu que, compte tenu de la durée un petit peu justement courte du film, certains personnages ont totalement disparu de l'intrigue. Pour n'aller qu'à l'essentiel. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors selon moi, oui. Car même si ces personnages étaient plutôt importants à l'intrigue, et surtout à l'immersion dans ce monde, ils sont vite rattrapés par les personnages principaux. Ils les croisent tous une fois dans le comics, et c'est à peu près tout. Bien sûr, Alan Moore a une justement petite haine envers ces trucs. Il n'est pas crédité au générique, contrairement à David Lloyd, l'illustrateur du comics. Mais bon. Maintenant, on peut parler aussi de l'idéologie du film. Bon. Bon. Il faut savoir que, d'ailleurs, le contexte du film est totalement différent de celui du comics. Dans le film, il n'est fait pas mention de la guerre nucléaire, mais juste de la guerre civile et de l'effondrement des États-Unis. Rien d'autre. Ben oui. Évidemment, je pourrais dire que pour expliquer ces changements, il faut comprendre le contexte politique
de l'époque où sont sortis les œufs. Et oui, c'est là qu'on intervient vraiment violemment. À l'heure où Alan Moore écrivait V pour Vendetta, Margaret Thatcher était dans le paysage politique du Royaume-Uni. Et évidemment, elle y évoquait les camps d'internement pour les victimes du sida. Et le fait que ce gouvernement se rapprochait à la limite d'un État fasciste. Il y a aussi la question de la pureté raciale. Quelque chose d'absent dans le film, bien que on parle des religions qui ont été bannies, comme l'islam ou comme l'islam surtout. Là, on a oublié que les représentations des Noirs étaient bannies. Je peux vous lire un petit passage du comics qui montre justement la question de la pureté raciale. Donc, dans le contexte de l'histoire, c'est une émission de télévision. Mettant en scène un héros blanc, on l'a laissé faire ces bouchers noirs trop longtemps. Ils violent nos femmes, brûlent nos maisons. Mais c'est terminé, parce qu'à compter d'aujourd'hui, Storm Saxon va se défendre. Derrière toi, Storm, attention, mais c'est le célèbre Storm Saxon. Puis une jolie madame toute blanche. Sale race, tu la touches. Tu vas quoi, monsieur Storm Saxon? Tenez-la bien, vous quatre. Tiens, Florbois, c'est débile, il a un Logan laser. Crève, putain, cannibale. Crève. Rien que dans cet extrait, on peut voir le stéréotype raciste du noir qui bouffe des gens et qui fait que violer. Bizarrement, ça me rappelle une rumeur lancée aux États-Unis par
Par un homme avec une coupe de cheveux négligeable. Par rapport à des chats qui sont mangés. Mais bon. Dans ce comic, cette émission est diffusée lorsque V pénètre la chaîne de télévision afin de faire son discours devant les habitants du Royaume-Uni. Alan Moore dans le comics utilise l'opposition entre le fascisme et l'anarchie d'une manière très intéressante. Ce que ne fait pas le film. Je pourrais vous parler pendant des heures et des heures des différences entre le comics et le film, des ressemblances aussi, de ce qui relie les deux. L'adaptation, c'est tellement de choses. Mais pour que vous compreniez bien, et pour pas que cette vidéo dure 1000 ans, je vais vous faire une petite conclusion. Les adaptations des œuvres d'Alan Moore ont souvent ce problème d'avoir un fond inverse à celui des comics. Je pense notamment à Watchmen qui iconise et rend grandiose des personnages censés être pathétiques et effrayants. C'est ça un petit peu le problème des adaptations d'Alan Moore. On s'éloigne de ce que l'auteur voulait dire. Il y a un petit peu de ça dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Avec notamment le rajout de Tom Sawyer en personnage principal. Alan Moore qui dira de ce rajout que cela montre la pauvreté de l'imaginaire américain. Ce qui est violent et là, j'ai pas envie de dire réaliste. Mais bon, nous en parlons peut-être une prochaine. Bon, pour raccrocher les wagons avec ceux dont nous étions en train de parler, je vais vous donner mon avis sur l'adaptation de V pour Vendetta par John McTeigue. John McTeigue et les sœurs Wachowski ont réussi en partie à transposer l'intégralité
de ce que voulait dire l'œuvre d'Alan Moore, tout en le plaçant dans un autre contexte et en faisant quelque chose de nouveau. Certes, ce n'est pas révolutionnaire, mais ils ont réussi à faire quelque chose que je trouve très dur pour une adaptation d'Alan Moore. C'est-à-dire prendre la force du texte et la retranscrire dans un film. Ce que devraient faire beaucoup d'autres adaptations. Je vais quand même vous parler aussi des visuels qui se rapprochent des dessins de David Lloyd. Des plans qui sont marquants, comme ce qu'on a pu voir dans le comics. Et c'est ça qui est très fort. C'est ça qui permet au film d'être à la fois fidèle à l'œuvre, tout en ayant sa propre identité. Bon. Sur ce, je vais devoir vous laisser, car j'ai un peu d'autres chats à fouetter, et surtout, j'ai d'autres films à aller voir.